Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des ancêtres Ashanti, un peuple emblématique d'Afrique de l'Ouest, et plonger dans un héritage de résilience et de fierté qui a marqué la région. Les Ashanti sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au Ghana. Ils font partie du grand groupe des Akans et se subdivisent eux-mêmes en de nombreux sous-groupes. Ils parlent le Twi qui est une des langues Akan appartenant au groupe des langues Kwa. Selon les sources et le contexte, on rencontre différentes formes, Ashanti, Ashanti, Azante, Azanti, Ashanté, Achante, Achantwi, Ashanti, Asanti, Tchi, Tchui, Tchi, Twi. Azante désigne le peuple aussi bien que la langue selon Johann Gottlieb Christaller. Pour Meyerowitz, ce sont « les gens de sang ». Pour Brafi, ce sont les Azanti, les dispersés ou, villes, éparpillés afin de conquérir des terres. Mais la version la plus admise, même par les Azantes, ce serait « le peuple rassemblé à cause de la guerre », traduction de Osa Ntifo. La fédération Ashanti se développe au XIIIe siècle. La capitale en est Kumasi. Au XIXe siècle, cette civilisation atteint son apogée et occupe près de 70% du Ghana actuel. La communauté Ashanti a été la plus grande de tous les États Akan et la plus longue dans le temps. Noyau du clan Oyoko, Azante-Manso demeure leur lieu d'origine. L'ensemble du monde Akan s'étend aussi en Côte d'Ivoire où il comprend les ethnies intérieures ou littorales, Apollo, Nzema, Ani, Atié, Baoulé, Aladian, Adjoukrou, Chaman ou Ébrié, Abouré, Avikam, Laouien, Abé ou Abé, Abé, Abron, etc. Les Ashanti étaient des conquérants qui se divisaient par groupes et vivaient en petits groupes qui vont former des villes-états vassaux du royaume d'Ankira. Les Oyoko vont devenir dominants et s'imposer. Osé Tutu sera le premier roi à unifier ces groupes. L'empire était tout d'abord continental puis l'année 1806 marque le début de la conquête de la région côtière. Les Anglais finiront par annexer le Ghana. Ce sera la fin de l'empire Ashanti. Le drapeau national d'Ashanti est le drapeau national de la nation du royaume Ashanti, adopté par l'empereur Azantenprampé II en 1935, et est basé sur le trône de monarchie absolue Ashanti le tabouret d'or, qui a été le symbole de l'unité et de Saint-Somme, âme, depuis 1701 le début du XVIIIe siècle. Le drapeau national d'Ashanti contient une bande horizontale d'or symbolisant la richesse minérale de sol d'or et la richesse de barres d'or d'Ashanti et une bande horizontale verte représentant les zones riches de forêts tropicales de nation d'Ashanti, deux bandes horizontales blanc mince et une bande horizontale noire surmontée du tabouret d'or, ou Ashanti, Sika, doigt, le symbole d'unité du peuple Ashanti qui a été le symbole national de l'unité de la nation du royaume Ashanti désigné depuis 1701 dans le présent le XXIe siècle représentant le peuple Ashanti s'appuyant sur la tradition Ashanti d'un tabouret indiquant la direction du clan, le tabouret d'or est devenu le symbole du peuple Ashanti uni et légitimé la règle de son possesseur. Pour défendre le tabouret d'or en 1900, le peuple Ashanti a combattu les Anglais, Britanniques, dans la soi-disant nation Ashanti Empress Azantwa War of the Golden Stool et Ashanti Absolute Monarchy Throne Protector of the Golden Stool and Office Manaya Palais. 1620, les Ashanti sont les vassaux du puissant royaume d'Ankira, l'un des deux royaumes avec les Adansi à se partager la forêt alors que les Akwamu sont vers les mines d'or de Birin ainsi que la région d'Accra. Osé Tutu, 1695-1712 ou 1717, est le premier roi qui unifie les Ashanti. Dans ses jeunes années, alors qu'il n'était encore que prince, il a été envoyé à la cour de son suzerain Boa du royaume d'Ankiria. C'est là qu'il fera connaissance d'Okonfo qui deviendra son conseil et en quelque sorte son ministre de l'Intérieur. Ils vont mettre en place l'unité du royaume autour du trône en or du roi descendu, d'après le mythe fondateur, du ciel et offert par les dieux comme alliance divine avec le roi. Osé va vaincre le royaume d'Ankira et celui d'Akiem tout en leur laissant une grande autonomie, les institutions d'origine étaient intactes. Opoku-Waré, 1731-1742, étend sa souveraineté sur les royaumes de Gonja, Bono, Akiem et Akwakim. 1740, le royaume de Bono a été un des principaux producteurs d'or. Il s'effondre avec son dernier roi Ameyaou Kwaki en 1740, vaincu par les Ashanti. À la fin du XVIIIe siècle, la fédération Ashanti, et sa capitale Kumasi, règnent sur une grande partie du monde Akan. Osé Kodjo, 1752-1781, continue l'extension de l'empire sur les royaumes de Banda,
tout en continuant à appliquer un système de fédération. Oséquamina, 1781-1797, dut abdiquer car il ne se consacrait pas assez à la gouvernance de son royaume devenu un axe important pour les forts européens de la côte. On comprend alors l'importance que va prendre l'ère continentale des Ashantis. Les Ashantis sont régis traditionnellement par un roi appelé Azantlen. Les chefs des peuples vassalisés continuent à s'occuper de la politique locale tandis que l'Azantlen s'occupe de la politique extérieure. Tous ces chefs sont au même niveau que les chefs Ashantis. Un impôt annuel est levé pour payer l'armée qui maintient l'unité. Dès qu'un chef local tente de se rebeller, l'armée intervient. Comme généralement dans la communauté Akan, la transmission du pouvoir royal est matrilinéaire, un fils de roi ne peut prétendre à la royauté et les luttes pour les successions, parfois sanglantes, ont poussé à l'exil des vagues Ashantis essentiellement vers l'actuelle Côte d'Ivoire. La reine-mère est un personnage de grande importance. Chaque Azantlen possède son tabouret royal, précieusement conservé après son décès et vénéré, ainsi qu'un tambour. Le tabouret royal fondateur est représenté sur le drapeau Ashanti. Le sabre et le parasol sont les deux autres symboles royaux. Le roi actuel est Otunfuo Nana Osetutu II, depuis 1999. Les bâtiments traditionnels Ashanti sont classés au patrimoine mondial. Les Ashantis étaient reconnaissables physiquement par leur teint sombre, et ils ne pratiquaient pas la circoncision jusqu'à ce que celle-ci ne devienne un enjeu de séduction auprès des femmes Ashanti. De nombreux peuples dans le monde ont hérité de la culture Fante-Ashanti, notamment la communauté noire en Amérique du Nord ou dans les Guyanes hollandaises et françaises. Il faut cependant veiller à ne pas attribuer au seul Ashanti toutes les cultures de l'ère ghanéenne, ainsi que le font de nombreux journalistes. Le sol Ashanti étant riche en or, ce métal est la base principale de leur civilisation. De nombreux métiers en sont tributaires, orpailleurs, marchands et orfèvres. Bien avant l'arrivée des Européens, les Ashantis utilisaient la poudre d'or comme monnaie d'échange. Les poids à peser lorsqu'ils l'utilisaient sont célèbres. Moulés à la cire perdue, leurs différents motifs, crocodile en croix ou à deux têtes, oiseau mythique Sankofa, etc., présentent de grandes qualités artistiques. On conserve aussi de nombreuses statuettes animales ou végétales, des emblèmes et armes rehaussées d'or, épées d'apparat, des bâtons ou figurines en bois doré à la feuille, et des parures féminines, bracelets, bagues. D'autres objets en laiton comme des cuillères ou des coffrets à poudre d'or, kuduo, témoignent du rôle culturel prépondérant que ce métal a joué et joue encore. Les prêtres Ashantis sont presque divinisés et en permanence en connexion avec l'au-delà dont ils peuvent instantanément décrypter les messages divins. Les Ashantis croient qu'il existe cette âme qui corresponde à chaque jour de la semaine. Ainsi, on donne le nom du jour de la semaine au bébé qui vient de naître. Au point de vue de la réincarnation, l'âme repart vers le Créateur tandis que le principe masculin réside chez les ancêtres et c'est le lien par le sang qui est transmis par le ventre de la mère. Un enfant peut devenir une personne identique sans vraiment l'être par rapport à un défunt, souvent l'enfant porte le nom et prénom du défunt.